fantastiques, c'est parce que leur origine remonte à la nuit des temps. On peut penser que c'était les Gaulois qui avaient mis en place ces croyances. Et les Gaulois, certainement, étaient présents à Belay, même si on n'en a pas retrouvé de traces au niveau de l'archéologie. Ce qui fait dire que les Gaulois étaient présents, c'est d'abord le site, on en reparlera, mais c'était un site protégé, et tous les sites protégés étaient des lieux propices à l'installation des hommes. Mais c'est aussi l'étymologie du nom. Belay, eh bien, on pense, il y a plusieurs explications possibles, mais une des explications possibles, ça serait que c'était un lieu où avait un culte de Bélénos. Alors, peut-être pour les amateurs d'Astérix, on l'entend toujours juré par Toutatis, mais à côté de Toutatis, il lui arrive aussi de jurer par Bélénos. Bélénos qui était le dieu de la lumière, du soleil, une sorte d'équivalent d'Apollon. Et c'est vrai que Belay, c'est un lieu élevé, donc un lieu où on voit le soleil se lever et se coucher, et on est toujours sous la lumière du soleil. Ce qui fait aussi penser que c'est peut-être l'origine du nom, mais c'est que tout près d'ici, il y avait une vallée, une combe à nouveau, qui s'appelait la combe de Lunac. Lunac, dieu de la nuit, dieu de la lune, qui va nous accompagner elle aussi ce soir. Alors, c'est une explication. Celui-là. Oui. Ce n'est pas la seule. On peut dire aussi que Belay, eh bien, l'origine, ça peut être bel œil, à cause de la vue, bel eau, bel air. Donc il y a plusieurs étymologies possibles, mais pour ce soir, peut-être qu'on gardera l'idée de Bélénos, le dieu des Gaulois, le dieu de la lumière. Donc une origine probable qui remonte aux Gaulois, mais un village qui ne va trouver vraiment, dont on va commencer à trouver des traces écrites que vers le XIIIe siècle, vers 1226, où Guillaume de Cardaillac, qui était alors évêque de Cahors, Guillaume de Cardaillac, qui s'est par ailleurs illustré dans les croisades contre les Albigeois, mais qui était donc un de ces évêques en même temps soldat. Et Guillaume de Cardaillac rend hommage pour ses terres à Saint-Louis, et dans la liste des terres qu'il possède, il y avait Belay, donc Belay figure, et c'est la première mention écrite de Belay. On était donc dans le territoire du comte de Cahors, comte évêque. C'était une spécialité, une particularité un petit peu au Moyen-Âge. On avait des comtes qui pouvaient être des nobles simplement, mais aussi des membres du clergé pouvaient avoir en même temps un titre de noblesse et être comte. C'est au moment de la guerre de 100 ans que Belay va vraiment rentrer dans l'histoire. Alors la guerre de 100 ans, pour faire un rappel très rapidement, ça dure en fait 117 ans, ça commence en 1337 et ça dure jusqu'en 1454. L'origine, eh bien, c'est les conflits entre la famille des Plantagenets qui étaient comtes de Guyenne et la famille des Valois, rois de France. Alors à la fois conflit parce que le roi d'Angleterre, donc les Plantagenets, possédait des terres pour lesquelles il devait rendre hommage au roi de France, donc il devait se soumettre au roi de France, et conflit plus important qu'on connaît souvent quand on pense à l'histoire des rois maudits. Philippe le Bel avait eu 4 enfants, 3 fils et une fille. Ces 3 fils vont mourir rapidement sans descendance mâle, et finalement il n'y aura que sa fille qui aura un héritier, mais elle est mariée au roi d'Angleterre. Donc on se trouve dans une situation où le roi d'Angleterre, potentiellement, le seul héritier mâle de Philippe le Bel, ça va être le roi d'Angleterre. Et donc, est-ce que le roi d'Angleterre peut devenir roi de France ou pas? Bien sûr, les Français n'y sont pas favorables et ils vont aller rechercher, dans les temps très anciens, ce qu'on appelle la loi salique, c'est-à-dire l'idée que les femmes, que la succession ne pouvait pas passer par les femmes. Donc, déjà, mais enfin ça n'a rien d'étonnant. Déjà, les hommes à l'époque arrangeaient les choses comme ça leur plaisait pour éviter que les rois d'Angleterre ne prennent le trône de France. Et donc ce conflit va s'envenimer autour de la Guyenne
Et en 1337, donc, la guerre commence. Et on pense souvent à une guerre qui oppose Français et Anglais. Dans notre région, ce n'est pas le cas. C'est une guerre qui va opposer des Français qui ont pris le parti du roi de France, c'est-à-dire Philippe VI de Valois, et d'autres Français qui vont prendre le parti du roi d'Angleterre. Donc c'est plutôt, on va dire, on est plus proche d'une guerre civile qui oppose, il y a deux prétendants au trône, et on a sur notre territoire ici des conflits qui opposent entre eux des Français. On parle souvent de l'invasion des Anglais au Moyen-Âge. Elle n'a pas eu lieu au Moyen-Âge. Peut-être qu'elle a eu lieu à d'autres époques, plus proches, mais encore, c'est une invasion très sympathique, en tout cas sur notre territoire ici. Donc 1337, début de la guerre de 100 ans, et très rapidement, 1340, eh bien, les seigneurs français partisans du roi d'Angleterre mettent le siège de Belaï. Belaï, c'est un point stratégique pour contrôler la vallée du Lot. Et ils mettent le siège et ils s'installent sur une colline qui est dans la direction de la Lune, qui commence à se lever derrière nous, enfin devant moi et derrière vous. Donc ils avaient installé là des bombardes, des premiers canons, et ils vont essayer de prendre par la force la place de Belaï. La précision des tirs étant ce qu'elle est à l'époque. Les tirs de canon font très peu de dégâts, ils font plus de bruit que de mal. Par contre, on a retrouvé des boulets dans la plaine, donc on sait bien qu'il y a eu effectivement des tirs de canon. Et la légende dit que c'est par traîtrise. La Bellacos, qui est écrit sur Belaï, parle d'un marchand ambulant. De toute façon, on est dans le domaine de la légende. Donc Catinas aurait ouvert aux Anglais une petite porte qui n'était pas défendue, et les Anglais seraient donc rentrés par traîtrise dans la place de Belaï. Ils vont y rester le temps de négocier avec l'évêque de Cahors, qui est toujours théoriquement le seigneur de Belaï, la place, et ils vont la revendre contre une certaine somme d'or. Donc ça va prendre 8 ans, et au bout de 8 ans, Belaï redevient propriété de l'évêque de Cahors, qui lui avait gardé le parti du roi de France. Et au bout de quelques années, à nouveau, les Anglais reprennent Belaï vers 1400, et là, ils vont la garder jusqu'à la fin de la guerre d'Angleterre. Quant au traître, vous allez l'oublier, le Catinas, une fois que l'évêque reprend possession de sa propriété, eh bien, il veut se venger de ce traître, et il cherche, et les habitants eux-mêmes, partisans donc, du roi de France, veulent se venger de ce traître, et selon la légende, ils auraient pris un tonneau, ils auraient planté des pointes de clous toutes dirigées vers l'intérieur du tonneau, ils auraient mis le traître dans le tonneau et ils les auraient envoyés rouler dans la Cévennes, derrière nous. On verra plus loin, la Venelle où il a été... La Venelle où on imagine qu'il a pu être jeté. Voilà, donc la légende de Belaï qui est importante, mais ce qui est important aussi, et je vous l'expliquerai à la fin, c'est que de ce village médiéval, qui était une place forte très importante au Moyen-Âge, il ne reste que des traces. Je vous expliquerai pourquoi. Ce n'est pas que le temps qui a passé, mais il y a une raison précise qui fait qu'effectivement, il ne reste que des traces des 3 églises, puisqu'il y avait 3 églises, des 2 châteaux, des remparts, de tous les éléments qui étaient les éléments fortifiés de ce village. Donc je vais vous amener à l'intérieur du village pour faire cette visite qui est à la fois qui fait appel en même temps à l'imagination, puisqu'on verra des fragments, des éléments de ce que fut une des principales places fortes de la basse vallée du Lot au Moyen-Âge, et donc il ne reste que quelques éléments. Donc là, je vous invite à... Et donc ici vous avez
ce qu'il reste du château de l'évêque. Et on voit ces deux meurtrières, ici et là-bas, et ici le reste d'une tour. C'est tout ce qu'il en subsiste. Alors, j'ai parlé de Belleï comme d'une place forte et du Seigneur comme étant l'évêque de Cahors. Mais l'évêque de Cahors, de par ses fonctions religieuses, ne pouvait pas être tout le temps à Belleï. Donc il déléguait la surveillance de Belleï à ce qu'on appelle un co-seigneur, c'est-à-dire un seigneur adjoint, qui en fait était le seigneur d'Orgueil, la famille d'Orgueil. Je ne sais pas si certains connaissent Orgueil, il en reste quelques traces, c'est en descendant la vallée du Lot, à la limite du Lot et du Lot-et-Garonne. C'était une place forte très importante, mais contrairement à Belleï, là, il n'en reste rien, c'est-à-dire qu'on a juste au sol les traces de ce que fut une des principales places fortes médiévales au Moyen-Âge, avec tout un village. Donc seigneur d'Orgueil, qui était aussi seigneur du Boulevet et co-seigneur de Belleï. Donc il y avait deux châteaux. Un château pour l'évêque, quand il y venait, et un château qui est au fond du village et qui était vraiment là, sur le promontoire, pour vraiment surveiller la vallée du Lot, qui était le château du co-seigneur. Ces deux châteaux datent du XIIIe siècle. Ça, c'était pour le pouvoir militaire, pour la défense proprement dite du village. Mais à Belleï, il fallait aussi assurer, on va dire, le pouvoir ecclésiastique, le pouvoir religieux. Donc, comme c'était un village important, il y avait ce qu'on appelle un... Ça y est. Au niveau religieux, l'archiprêtre, voilà, l'archiprêtre. C'était une archiprêtresse, c'est-à-dire l'archiprêtre, c'est un grade, on peut dire un grade intermédiaire entre le prêtre de paroisse et l'évêque. Et l'archiprêtre de Belleï avait la responsabilité de 20 paroisses. Ça explique pourquoi à Belleï, c'est une des explications pour expliquer la taille de l'église. C'était pas juste une paroisse. L'église de Belleï devait pouvoir, dans certaines occasions, recevoir la population des 20 paroisses qui formaient l'archiprêtré de Belleï. C'est aussi un bâtiment de prestige pour marquer le pouvoir de l'évêque, puisque ce bâtiment a été commencé, on en parlera tout à l'heure quand on y sera, mais juste au moment où l'évêque récupère Belleï pendant la guerre de 100 ans. C'est-à-dire c'est juste après que les Anglais lui restitué que l'église de Belleï va être la principale église de Belleï, celle qui reste aujourd'hui, puisqu'il y en avait 3, va être construite. Et puis en fait, il y avait la gestion au quotidien. Et pour cela, il y avait des consuls à Belleï, qui étaient l'équivalent du conseil municipal actuel, donc qui assuraient la police, l'ordre public, la levée des impôts, avec cette particularité que les seigneurs fixaient le montant qu'ils voulaient récupérer, et les consuls avaient charge de prélever. S'ils prélevaient plus, ils pouvaient garder. S'ils prélevaient le moins, ils devaient donner sur leur propre denier. C'est plus comme ça maintenant. Donc, 3 pouvoirs et aussi un élément important qui marque l'importance de Belleï, les consuls de Belleï avaient leur propre sceau, c'est-à-dire leur tampon pour marquer leurs actes officiels. Et ce sceau de Belleï, eh bien, il est assez connu parce que c'est celui qui sert de symbole à la confrérie des 20 Cahors. Il a été récupéré par la confrérie des 20 Cahors comme symbole un petit peu du vignoble et du Lot. Sur ce sceau, on trouve la fleur de lys, symbole du roi, la crosse de l'évêque, un château stylisé. C'est pas la représentation du château de Belleï, c'est pratiquement sur tous les sceaux, on trouve le même type de château qui est stylisé. Et puis dans le ciel, des étoiles, pour marquer qu'on est dans un lieu élevé, étoiles qui vont commencer peut-être à se montrer. Donc on va aller vers le fond du village.